Vous parliez des représentations du travail et de l'entreprise que la SF peut montrer, et vous avez parlé majoritairement des grandes entreprises. Est-ce que finalement, dans des œuvres de SF, il y a des façons de représenter le travail, le management de petites unités Ouais. qui pourraient s'apparenter à des PME Oui, oui, tout à fait. Alors, il y a finalement, quand on a cherché les œuvres de science-fiction qui incarnaient vraiment la grande entreprise, parce qu'au départ, c'était d'abord ça qui nous intéressait, on s'est rendu compte que finalement, il n'y en avait pas tant que ça. Bon, il y a Zorg dans le cinquième élément, il y a quelques œuvres quand même, mais globalement, on voit surtout le travail représenté comme dans Snowpiercer, par exemple, dans les bas-fonds, avec le travail noble dans ces environnements aseptisés que j'évoquais, Bienvenue à Gattaca et autres, avec finalement des représentations de bureaux assez traditionnelles. Et puis à côté de ça, le travail un peu moins noble, invisibilisé, des bas-fonds, souvent avec des lumières très sombres, avec beaucoup de noirceur, beaucoup de saleté. Donc il y a une représentation du travail là aussi qui reflète une fragmentation sociale et des classes sociales qui dialoguent très très peu et qui sont même très distantes parfois géographiquement. Mhm. Mais oui, il y a il y a des petites équipes agiles. Il y a beaucoup de choses qui renvoient à l'ère pré-industrielle. Travail à la tâche, des ouvriers ou des agriculteurs d'ailleurs qui sont sur des versions très traditionnelles en fait. La science-fiction encapsule beaucoup de techno, mais encapsule aussi beaucoup de représentations très traditionnelles paradoxalement. de low-tech, alors du coup, Ouais. plus. Ok. Beaucoup de débrouillardise. Quand vous êtes sur une situation post-apocalyptique, bah voilà, il y a plus de ressources, il y a pénurie, donc on est plutôt sur du bootstrap, quoi, de la débrouillardise, des bouts de ficelle, et on va être beaucoup plus en réalité sur ces représentations-là du travail dans ce cas-là. Qui vont chercher donc des qualités d'agilité ou Oui. voilà, de sobriété. On continue à dérouler et à avancer. Vous disiez donc sur ce choix des auteurs et sur l'importance, au-delà de la culture pop d'il y a quelques décennies, que la science-fiction prend aujourd'hui. Et vous avez notamment fait partie de ce qu'on appelle la Red Team. Pour ceux qui ne connaissent pas, et puis je vais vous laisser, vous en parlerez mieux que moi, mais pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des groupes d'auteurs de science-fiction qui sont invités par l'armée à imaginer des futurs possibles. Et vous en avez fait partie, alors vous en tant plutôt que chercheuse, je crois, donc c'était la team Violette, je crois, il me semble que j'avais vu On ça. aime bien les couleurs, oui. Voilà. Et, mais je trouve ça assez incroyable et assez génial aussi que l'on fasse appel à des auteurs de science-fiction, qu'ils soient écrivains, scénaristes, pour aller imaginer le futur. C'est valable pour le travail comme pour toutes les menaces qui peuvent représenter, qui peuvent voilà, menacer la France. Oui, Pour ce qui oui, est de l'armée. la Red Team, alors c'est un programme que les armées françaises ont lancé en 2020. C'était vraiment un programme inédit, à la fois par le type d'acteurs que ça mobilisait, en tout cas en France. Il y avait eu des expérimentations dans d'autres pays à petite échelle, mais pas de ce point de vue-là. C'est un programme qui a duré 3 ans. Donc là, c'était vraiment un programme inédit de ce point de vue-là et qui associait des militaires, une équipe de créatifs, d'auteurs de science-fiction, BD notamment, des experts scientifiques. Et donc moi, j'ai intégré effectivement ce qu'on appelait la White Team sur la partie comité scientifique et éthique. Et on a mené une recherche pendant 3 ans, pendant toute la durée du programme. Comme le programme se voulait vraiment expérimental pour l'armée française, l'idée était de euh, voir à quel point se nourrir d'imaginaires conçus par des auteurs de science-fiction permettait de pointer des ruptures possibles et impensées par l'armée française à horizon 2030-2060 en matière de menaces et d'adversité. Donc, le but n'était pas du tout de prototyper les armes de demain. C'était pas ça le but du programme. Le but du programme était vraiment de dire les auteurs, les militaires sur le terrain, même chose qu'avec mes soignants tout à l'heure, ce que je disais, c'est qu'un militaire, il est formaté
d'une certaine façon. Il a une certaine culture, une certaine façon de poser un regard sur la situation et sur le futur. Et donc, mêler ce regard-là à des experts, en l'occurrence de l'inconnu, que sont les auteurs de science-fiction, hein, parce qu'un auteur de science-fiction, c'est d'abord un expert de l'inconnu. Ça a de bonnes propriétés parce que ça va permettre aux militaires d'envisager de mettre un pas dans des hypothèses de rupture totalement impensées pour l'armée, mais qui possiblement pourraient être vraisemblables. Et donc le programme a donné lieu à la production de 2 scénarios par saison, et chaque scénario crantait une hypothèse de rupture, en collaboration donc avec les militaires. Alors, vous nous avez dit que ce programme visait à mettre en avant des menaces ou des adversités, c'est les mots que vous avez employés. Est-ce qu'il y avait aussi un côté management et est-ce que vous avez pu en tirer des conclusions ou du moins Oui. des observations sur Oui. le management? Bah, nous, notre travail de recherche au départ était plutôt d'évaluer à quel point mobiliser la création ad hoc de récits de science-fiction dans une démarche de prospective permettait ou pas d'avoir de la valeur dans cette démarche prospective. Et chemin faisant, au fur et à mesure qu'on a collecté les données au cours du programme sur le terrain, on s'est rendu compte qu'on récupérait aussi des effets de bord sur le plan managérial et notamment sur la culture et la façon dont les militaires concevaient et appréhendaient ces situations d'adversité. C'est-à-dire que c'est comme dans beaucoup de situations, au départ, on a plutôt observé pour certains des réactions un petit peu de résistance, en mode c'est pas possible, non, ces hypothèses-là, on n'y croit pas, c'est pas vraisemblable, et cetera. Petit à petit, les interactions récurrentes entre militaires et auteurs ont permis progressivement de faire varier ce qui était acceptable ou pas, ce que l'on envisageait de projeter dans le futur ou pas, et une vraie co-construction avec une richesse de ce fait dans la création des scénarios. Donc la main n'a pas été laissée exclusivement aux auteurs de science-fiction et c'est cette interaction qui a permis une acculturation assez intéressante et riche. Donc, il n'y avait pas seulement les récits produits par les auteurs qui étaient analysés, mais aussi les réactions des militaires face à ces récits, quelque part. Le processus, en fait, on était orienté au tout début, surtout sur la output finale, sur qu'est-ce que le récit va permettre de produire comme effet dans l'organisation. Et petit à petit, on s'est rendu compte que le processus de conception de ces scénarios-là était extrêmement riche et devenait un vrai agent de transformation au sein de l'organisation militaire. C'est assez intéressant et je vous invite, je pense qu'on pourra les mettre sur le site de Citeco, les articles que vous publiez sur ces sujets. Et dans ces articles, vous parlez je les ai notés, de fixation cognitive, en fait, de biais d'ancrage ou d'attention qui empêchent de penser l'inédit et l'inattendu. Et en fait, c'est ce que vous expliquez. Donc, ce qui est valable chez les militaires, est effectivement valable dans des différentes structures et organisations dans lesquelles on évolue, c'est qu'en fait, vous parliez tout à l'heure de formatage selon un cursus universitaire, on est quelque part prisonnier de nos représentations. C'est ça que ça met en avant. Chaque enclave professionnelle, en fait, a ses propres biais cognitifs, en fait. En tout cas, une infirmière va avoir une appréhension de la situation très différente d'un médecin parce que le cursus d'études n'est pas le même, parce que les valeurs portées dans chacun de ces cursus-là sont différents. Et en situation d'innovation, alors tech ou organisationnelle, on va récupérer un petit peu ces effets-là, c'est-à-dire que chacun va lire la situation à l'aune de ses propres biais cognitifs et va être victime en fait d'une situation d'enfermement sur certaines représentations. Votre cerveau, en gros, va sélectionner certaines informations et va en évacuer d'autres. Et quand vous êtes issu d'un même cursus de formation ou d'une même école, en l'occurrence, nos étudiants à Dauphine, voilà, ils assistent tous aux mêmes enseignements, ils évoluent tous dans ce même groupe d'appartenance. Et ben, on va développer des mécaniques qui nous permettent de lire de façon uniforme une même situation. Alors, ça donne propriété,
Ça facilite énormément les choses en entreprise parce que vous n'avez plus besoin de verbaliser les choses, puisqu'en fait, commun, quelque part. il y a un langage commun et il y a une représentation commune. Donc, c'est extrêmement pratique, mais quand vous voulez innover, c'est là où ça devient bloquant. Parce qu'en fait, si tout le monde voit de la même façon une situation ou un futur, vous avez du mal à faire ce pas de côté pour pouvoir aller vers de l'inédit. Et donc, la science-fiction et les récits de science-fiction, ce qu'on appelle donc la science-fiction institutionnelle, c'est-à-dire comment est-ce qu'une organisation va pouvoir mobiliser de la science-fiction pour pouvoir injecter cette nouveauté qui va venir en quelque sorte perturber le système. A priori, elle a de bonnes propriétés de ce point de vue-là parce qu'elle permet d'induire ce pas de côté dont vous avez besoin pour innover. C'est l'innovation ouverte, c'est-à-dire de faire appel à des tiers extérieurs pour repenser l'organisation. Oui, c'est une configuration d'innovation ouverte. Est-ce que finalement, en vous écoutant, et puis vu que l'heure tourne et que je voudrais que vous puissiez avoir du temps pour poser vos questions, si on devait aller chercher une conclusion, de dire que le management de demain, sur faut-il innover, est-ce que finalement, c'est pas ça, c'est d'imaginer comment mettre en place des mécanismes qui font qu'on va à chaque fois avoir cette agilité de sortir de nos représentations et de notre cadre de pensée pour sortir de ces fixations cognitives finalement. En tout cas, pour innover, vous en avez besoin. Vous avez besoin d'injecter des agents perturbateurs, en gros, qui vont venir perturber autant le système organisationnel que les mécaniques de raisonnement et de représentation. Après, on parle beaucoup de changement et d'innovation. L'expo qu'on a organisée là avec Citéco et le musée du management qu'on a ouvert à l'université Paris-Dauphine montre quand même que derrière toute innovation au management, il y a des fondamentaux, il y a des invariants qui, eux, ne changent pas. Il y a des propriétés qui ont été établies au début du XXe siècle et qui restent encore d'actualité. La question de la coopération, de la coordination, du contrôle, enfin, toutes ces grandes fonctions, on en aura toujours besoin. Après, vous parliez d'innovation ouverte, d'agilité, dans des systèmes qui sont de plus en plus turbulents, où finalement la prévisibilité va être de plus en plus compliquée. Invite quand même à repenser des systèmes qui sont un peu plus fluides, qui sont un peu plus articulés dedans-dehors, c'est-à-dire ces articulations grands groupes start-up, par exemple, les slashers, des communautés éphémères, des dispositifs hybrides. Donc ça invite quand même à repenser nos systèmes pour qu'ils soient un petit peu moins rigides, en tout cas quand les environnements deviennent de plus en plus turbulents, pour pouvoir avoir cette élasticité organisationnelle nécessaire. Et finalement, on a commencé à tester ce que vous décrivez, du moins vous allez me dire si je me trompe ou pas, pendant la crise sanitaire et pendant l'épidémie de Covid, où on avait déjà repéré que les entreprises qui s'en sortaient le mieux, c'est celles qui avaient réussi à avoir cette agilité face à cette situation inédite et à pouvoir être le plus rapide dans l'adaptation. Oui, oui, et là encore, on touche à des choses qui ont été établies depuis des années. Enfin, ça n'a rien de nouveau. Le Slack organisationnel, c'est-à-dire ce sas un peu de flexibilité, le fait d'accepter de ne pas tout contrôler. Par exemple, sur le télétravail, il y a eu des débats très intéressants à ce moment-là. Avant Covid, beaucoup d'entreprises étaient opposées au télétravail sous prétexte que un collaborateur qui est chez lui, qui n'est plus sous le regard de son manager, est-ce qu'il ne va pas aller faire piscine, patchwork ou que sais-je. Donc il y a aussi la question de la confiance avec laquelle il faut renouer. Et là, on voit aujourd'hui que finalement, contraint et forcé, on a pas mal basculé. Mais un peu comme pour la science-fiction, on a peut-être basculé un petit peu trop à certains moments. Donc là, il y a un effet de levier qui repart un petit peu en sens inverse, quoi. Il faut trouver un juste équilibre pour parvenir à ce qu'à la fois, il y ait un collectif qui soit suffisamment fort. Et si vous défragmentez complètement et qu'il y a une individualisation extrême, c'est quand même un petit peu compliqué. Et en même temps, il faut de l'autonomie, de la responsabilisation et de la prise d'initiative. Allez, une dernière question avant de vous laisser la parole. Les prochaines œuvres de SF que vous allez peut-être pouvoir étudier, est-ce que l'IA sera dedans et qu'est-ce qu'elles auront à montrer?
Alors ça, c'est un papier qu'on vient de publier effectivement dans une revue, anglo-saxonne. On a un petit peu décortiqué, en tout cas, les récits de science-fiction produits par des organisations dans le domaine de la défense, dans le monde entier. Et on a notamment, regardé, structuré une typologie de ces récits-là produits pour, les acteurs de la défense. La question de l'IA est très présente, la question, de la manipulation de tout ce qui est biotechnologie aussi. Et évidemment tout ce qui est lié aux enjeux, climatiques et environnementaux. Donc la science-fiction, comme son nom l'indique, on l'a peut-être pas rappelé, mais le point de départ de ce genre-là, c'est au départ des technophiles qui ont plutôt une volonté d'évangéliser la science. Et donc c'est d'abord des œuvres au départ où la technologie est extrêmement présente. Depuis, on a évolué, avec des genres, de science-fiction où il y a la tech est moins présente, mais On va aller vers ça de la reste. nature fiction alors ou Il y en a, il y en a, ouais. Mmh. Et il y a aussi, de la science-fiction, un peu plus positive dans une actualité qui est parfois un petit peu lourde. Il y a des auteurs de science-fiction aujourd'hui qui revendiquent, des approches, beaucoup plus positives, constructives, inspirantes aussi, pour, composer, avec, toutes les contraintes qui pèsent, sur nos sociétés. Merci. Merci beaucoup pour cette conversation. Je vous propose, de poser, à votre tour, les questions qui ont pu, vous venir à l'esprit, pendant cette, discussion. Ghislain a un micro, sur le côté. Il te suffit de voilà, la 1re question est toujours la plus dure. Après ça, c'est plus facile. Qui veut se lancer? Merci monsieur. Voilà. Euh, Bonjour, Bonjour. je suis Jean-Luc et je ne vous ai pas entendu parler d'autres notions comme le temps court, c'est-à-dire dans la prise de décision, dans le résultat aussi, ce qui nécessite beaucoup d'agilité et donc des organisations bien particulières. Et également l'aspect impact, c'est-à-dire qu'on est de plus en plus conscient de l'impact que l'on peut faire à partir de décisions prises. Voilà, donc je voulais vous poser sur ces 2 aspects, quel est votre avis et ce que vous avez pu noter? Le rapport au temps, effectivement, alors la science-fiction, pour le coup, elle est super intéressante de ce point de vue-là parce qu'on peut avoir, des systèmes où le temps est augmenté, accéléré à multiniveaux. Dans les organisations actuelles, si je prends les situations de management pour le coup aujourd'hui, on a, ces injonctions fortes, à la rapidité. La technologie, l'IA en l'occurrence, vient, augmenter en quelque sorte les capacités humaines de ce point de vue-là, capacité d'analyse, avec toutes les précautions que mes collègues, de Dauphine, spécialistes en IA, pourraient, développer, mieux que moi. La question de l'impact, dans la science-fiction, elle est très présente. Toutes les œuvres post-apocalyptiques finalement et aussi, si je prends Black Mirror, on a aussi beaucoup de ça sur les effets, sur le plan social, sur la question, de la place qu'on accorde à la diversité, à la valeur qu'on lui donne. L'utilisation, des systèmes de notation, systématique par exemple, vont venir induire, des choses, à l'échelle d'une organisation ou plus globalement de sa société. Qu'est-ce que devient une société où on note absolument, tous les individus sur tous les actes du quotidien et en fonction de votre notation, vous avez droit à un système, par exemple de prise en charge, des frais de santé, qui va être plus ou moins élevé en fonction de votre notation sociale. Donc, la question de l'impact, elle est vraiment en filigrane de beaucoup d'œuvres de science-fiction en réalité, sans que ce soit nécessairement très perceptible. Elle est, dans pas mal d'œuvres appréhendée, notamment sous l'angle de la fragmentation sociale, des classes sociales et donc aussi, de la diversité, mais pas que d'ailleurs, hein, ça peut être sous d'autres angles. Donc, nous, c'est des aspects qu'on a un petit peu moins regardés parce que vraiment, nos travaux de recherche portaient d'abord sur la question, de la défragmentation et de l'intégration et donc on a moins porté attention, par exemple, à tout ce qui concerne les processus de décision.
derrière votre question se cache probablement un petit peu ce sujet-là. Nous, c'est des choses qu'on a moins regardées, mais qui sont présents évidemment dans les œuvres de science-fiction aussi. Merci. Merci. Moi, j'aurais une question. Je vous remercie d'abord pour cette présentation. Je voudrais savoir si vous avez connaissance d'études comparables qui auraient été faites en Europe, aux États-Unis, au Japon ou en Asie, et quelles seraient les conclusions éventuelles de ces études, si elles sont comparables à ce que vous trouvez ou est-ce qu'elles sont différentes? Alors, la question, elle porte sur le programme Red Team Défense ou sur... Ouais, ok. Oui, d'autres équipes de chercheurs comme vous. Oui. En fait, quand on est chercheur, on fréquente des communautés scientifiques internationales. Donc, en fait, on communique et on se partage bien évidemment nos travaux sur la science-fiction. On a constaté que de façon très concomitante, on avait été plusieurs équipes de recherche un peu disséminées dans le monde entier à enclencher ces démarches-là à peu près au même moment. Alors, comment l'expliquer? Là, j'avoue qu'on ne s'est pas posé la question, mais on a des collègues, par exemple au Canada, qui ont amorcé des réflexions. Alors, ce qui était marrant, c'est que ce n'était pas sous le même angle que nous. On a des collègues qui ont regardé ce que ça pouvait donner sous l'angle de l'éthique, par exemple. La question de l'éthique, elle est très, très, très présente dans les œuvres de science-fiction. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on a constaté, y compris dans les récits de science-fiction produits pour la défense, que ce soit en Australie, en Nouvelle-Zélande, en France, en Grande-Bretagne, au Canada. Tous les récits qu'on a analysés, comme je le disais, portaient beaucoup sur l'IA, tout ce qui est biotech et autres. Et ils avaient tous un dénominateur commun, c'est qu'ils avaient ce qu'on appelle une parabole, c'est-à-dire une sorte d'enseignement clé éthique que portent ces œuvres-là, alors que pour autant, ça a été des œuvres fabriquées pour des organisations militaires et de défense, donc c'était pas forcément attendu. C'est vrai dans les œuvres grand public, ça aussi, je ne l'ai pas dit, mais on a étudié la différence qu'il pouvait y avoir entre des œuvres produites pour le grand public, Divergente, Hunger Games, donc plutôt à visée récréative, et puis des récits fabriqués sur commande pour des entreprises, là en l'occurrence dans le domaine de la défense. Et on a constaté que les récits produits de façon ad hoc pour les acteurs de la défense n'avaient pas tout à fait les mêmes caractéristiques. Il y avait des dénominateurs communs, mais par exemple, dans ces récits-là, il y a vraiment un côté très utilitaire. C'est-à-dire qu'il faut que ça serve l'organisation qui commande. Donc, il y a un accent qui est vraiment placé sur l'hypothèse de rupture, les inflexions que ça induit dans le futur, comment ça vient modifier le système social en place, comment ça vient impacter la question d'éthique. En revanche, il y a beaucoup moins d'investissement, entre guillemets, sur le plan du développement, par exemple, d'un langage ad hoc de telle ou telle population, et ce qui peut se comprendre, en fait. Il y a, dans cette production de récits de science-fiction institutionnelle, il y a une logique un peu comme dans l'entreprise. On place les moyens et les ressources là où il y a de la valeur pour l'organisation commanditaire. Et peut-être pour compléter la question de monsieur, est-ce que donc vous avez décrit ces différentes équipes de par le monde qui travaillent au même moment sur le même sujet, est-ce que les œuvres étudiées étaient les mêmes? Et est-ce qu'il n'y a pas un biais aussi finalement de représentation? Parce que est-ce que dans d'autres cultures de par le monde, ces récits sont les mêmes? On peut imaginer que non. Et donc du coup... Non, et nous, en l'occurrence, on a choisi 2 œuvres qui sont des œuvres qui ne sont pas francophones. C'est-à-dire qu'au départ, elles ont été produites, elles étaient en langue anglaise par des auteurs américains. Alors ça, c'est des précautions qu'on a validées avec justement le comité d'expertise de la revue pour vérifier que sur le plan de la démarche scientifique, c'était bien robuste. Mais le fait qu'on travaille avec des œuvres qui ont été produites sur un territoire plutôt qu'un autre, je dirais que ça, c'est une problématique qu'on va retrouver en tant que chercheur, quelle que soit notre démarche. Quand on interroge, je pense à mes
collègues en marketing qui interrogent des consommateurs en France versus des collègues qui vont faire une étude aux États-Unis ou en Australie, on récupère les mêmes problématiques. C'est-à-dire qu'il y a une singularité culturelle, sociale, politique de la donnée, quelle qu'elle soit. Et une œuvre de science-fiction, elle est produite par un individu qui va y injecter ses propres représentations, sa propre culture. Donc, c'est d'ailleurs très marrant de voir à quel point, au moment de la guerre froide, quand vous prenez des œuvres de science-fiction américaines versus russes ou chinoises, vous avez une proposition de lecture implicitement au travers de ces œuvres-là de cette tension géopolitique proposée par un angle qui n'est pas le même selon que c'est une œuvre russe ou américaine. Et l'important, Donc effectivement, est ça, de... c'est vrai, quelle que soit la donnée qu'on exploite. Tout à fait. Une autre question dans le public? Moi, du coup, je vais en avoir une. Pardon. On voit aujourd'hui dans beaucoup de grands boards de grandes entreprises, on accueille des auteurs. Il y a un auteur qui a hébergé il y a moins de 10 ans Alain Damasio, lui qui est vraiment dystopique, qui a fait La Vallée du Silicium, mais c'est un autre sujet, qui est invité aujourd'hui en fait pour infuser, insuffler dans le cadre des grandes organisations, de grands groupes du CAC 40 entre autres, ses récits, sa vision en fait de la société. C'est-à-dire que là, c'est du coup, c'est pas la science-fiction qui interroge le monde réel, mais c'est le monde réel qui vient interroger peut-être pour repenser aussi. Est-ce que ça, c'est un axe que vous souhaiteriez développer dans le cadre de cette porosité entre science-fiction et management, organisation? Ça participe vraiment de la même logique que le programme Red Team Défense. C'est-à-dire que là, on est vraiment dans ces logiques de ce qu'on appelle la science-fiction institutionnelle. Plus globalement, aujourd'hui, on va être très clair, les organisations sont confrontées à des environnements qui sont assez complexes, inédits, qui présentent de nombreux défis. Il y a besoin de régénérer les approches, comme on l'évoquait, d'innover. Elles sont parfois très démunies. Elles se rendent juste compte que l'ancien système un peu tradit sur lequel elles étaient installées, surtout les grands groupes du CAC 40, si on regarde les boards, voilà, il y a une certaine homogénéité quand même dans les profils autour de la table. Ils sont tous un peu issus des mêmes cursus, ils ont à peu près tous le même âge. Et donc, il n'y a pas la diversité nécessaire à pouvoir injecter ce pas de côté que j'évoquais tout à l'heure. De ce point de vue-là, un auteur de science-fiction, là aussi, c'est une réflexion qu'on a nourrie au fur et à mesure de l'observation sur le programme Red Team. C'était pas aussi limpide pour nous au départ, mais au fur et à mesure qu'on a étudié le terrain, qu'on a étudié ce qui se passait entre les auteurs, les militaires, et surtout de parvenir à comprendre ce qui faisait la valeur d'un auteur de science-fiction dans ces dispositifs-là. On était nous-mêmes chercheurs en innovation. Et on travaille beaucoup avec l'école des mines qui ont beaucoup développé des choses sur les inconnus. Et donc, petit à petit, on s'est vraiment rendu compte qu'un auteur de science-fiction, si on devait le caractériser de façon plus générique, c'est un expert de l'inconnu. Et un expert de l'inconnu, c'est évidemment un super profil pour ne pas du tout voir les choses comme tous les autres qui sont autour de la table dans un board d'une société cotée au CAC. Oui, bonjour. Je voulais vous demander justement un exemple de science-fiction positive ou inspirante, parce que là, c'est quand même assez noir tout ce que vous nous avez dit. Alors, je vais pas être de très bons conseils, parce que moi, je suis vraiment très passionnée sur tout ce qui est dystopie et post-apocalyptique, donc je vais pas être de bons conseils pour vous. Moi, voilà, mes registres, c'est plutôt La Servante écarlate et autres, donc c'est pas très positif, on va pas se le cacher. Mais néanmoins, dans l'équipe Red Team, on a vraiment eu à cœur de diversifier l'équipe des auteurs. C'est-à-dire que ça, je ne l'ai peut-être pas suffisamment dit, mais dans l'équipe de créatifs, l'université PSL, donc, qui opérait ce programme-là avec l'armée française, a constitué une équipe d'auteurs très variée, avec des Françoise Cuitaine, par exemple, pour la BD, pour la mise en image, des Laurent Genefort, etc., Virginie Tourné.
Et on avait des auteurs qui étaient dans des logiques un peu plus positives et constructives. Mais il faut que je confesse que ils vont m'en vouloir, hein, mais je n'ai pas lu leurs écrits parce que c'est vrai que moi, c'est Globalia. Voilà, typiquement, si j'ai un conseil de lecture à donner, c'est celui-là. J'adore Globalia. Mais ça ne répond pas à votre question, je suis désolée. Et peut-être là aussi pour compléter, parce que c'était une question que j'avais envie de vous poser, si vous deviez, alors on l'a compris, ce ne seront pas des récits positifs, mais laisser une bibliographie ou quelques titres comme ça de séries, livres, vraiment qui peuvent être intéressants d'aller explorer si on ne les a pas encore vus, lus et écoutés. Globalia, je trouve que c'est un bon exemple parce que ça permet vraiment de pointer du doigt toute la manipulation de l'information. Comment est-ce qu'on arrive à fédérer une société par la menace? En fait, la menace, elle soude. Quand vous avez un environnement qui est menaçant, les individus vont faire corps, même s'ils ne sont pas forcément nécessairement toujours alignés, ils n'ont peut-être pas tous les mêmes opinions, mais si là, tout de suite maintenant, il y a un incident extrême qui se passe, on va faire bloc. Et donc, dans Globalia, il y a vraiment cette description d'un système où finalement, la manipulation de l'information va permettre d'obtenir une société finalement relativement peu revendicatrice, plutôt disciplinée, parce qu'on montre un environnement extrêmement menaçant. C'est le cas pour Silo aussi. Et d'ailleurs, dans beaucoup d'œuvres de science-fiction, et c'était le cas pour Divergente aussi, c'était un des points communs des deux œuvres, c'est que tout au long de la trilogie, on pointe le doigt sur un environnement extrêmement menaçant, mais on ne sait pas ce qui s'est passé. On ne sait pas ce qu'il y a en dehors du système. Et les acteurs dans le système ne le savent pas non plus. Et c'est ça qui fait que les individus ne vont pas se rebeller et vont avoir un petit peu de mal à contester le système en place. Parce que dès lors que vous légitimez un système organisationnel ou managérial et donc le pouvoir suprême par cette menace environnementale, la menace fait que vous êtes plutôt discipliné. Mais pour répondre à votre question, Black Mirror, c'est très bien. Globalia, Silo, Divergente, Black Mirror. Voilà, on a une petite liste pour terminer le week-end. Alors Soleil Vert aussi, mais alors là pareil, désolée madame, là c'est vraiment pas glamour non plus. Mais moi j'adore Soleil Vert. Alors je sais que c'est pas partagé, mais je trouve que c'est assez extraordinaire aussi. Est-ce que on peut peut-être prendre une dernière question? Oui, monsieur tout en haut, et puis après on clôturera la séance. On vous écoute. Bonjour. Merci. Bonjour. Vous avez parlé plusieurs fois, enfin vous avez utilisé le terme hybridation du travail. Je voulais savoir sous quel prisme, est-ce que c'est hybridation homme-machine, hybridation des compétences, hybridation spatiale, télétravail? Ouais, c'est un peu tout ça en fait. Aujourd'hui, on est vraiment confronté à des. En fait, on parle beaucoup de dispositifs hybrides aussi, qui mêlent différents profils, différentes compétences, différents types d'acteurs et qui vont avoir en commun souvent de reposer sur de la diversité. Ça impose évidemment des réflexions éthiques, philosophiques. On ne l'a pas abordé, mais il y a toute cette dimension-là aussi que la science-fiction nous permet de récupérer. La science-fiction, en filigrane, elle pointe souvent aussi des aspects très éthiques sur qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire, sur la place de l'IA. Le film Her, par exemple, pointe assez bien certains de ces aspects-là. Et quand on voit ChatGPT qui sort plusieurs années plus tard, voilà, on est en plein là-dedans. C'est aussi des mélanges de profils, y compris sur le plan organisationnel. Un grand groupe qui collabore avec une petite ONG locale, on pourrait se dire que c'est simplement du social washing ou du greenwashing et que c'est surtout pour des questions d'image de marque, mais pas tant que ça en réalité. Aujourd'hui, on est dans des environnements
où le croisement des genres va permettre de développer des ressources, des compétences, des projets inédits qu'on ne parviendrait pas à développer en interne. Les labos de R&D, qui étaient vraiment au tout début de la science-fiction, voilà, dans ces grands moments au début du XXe siècle aux États-Unis, avec les fameux Pulp Fiction, on était vraiment orienté sur une approche de la R&D aux mains de scientifiques et d'ingénieurs. Aujourd'hui, moi, j'ai beaucoup travaillé sur l'innovation sociale, par exemple, et toutes les questions d'innovation qui produisent de l'impact au service de la société et pour adresser des fragilités. On se rend compte que dans ces dispositifs-là, on a vraiment besoin de croiser les profils et qu'on ne peut pas rester juste avec que les bénéficiaires ou que avec l'entreprise ou que avec l'acteur public. Et on doit parvenir à développer des dispositifs qui permettent de mettre en dialogue ces profils-là. Et c'est ce qu'il y a de plus compliqué, parce que même dans des projets où a priori on pourrait se dire que l'intérêt général va transcender un petit peu toutes les différences et les querelles de chapelle, pour parler plus familièrement, on se rend compte qu'on récupère exactement les mêmes difficultés parce que chacun a sa propre vision, va chercher à préserver ses dotations publiques, son périmètre, son champ d'intervention, légitimer son champ d'expertise. Donc aujourd'hui, on est confronté à ça. L'open innovation, vous en parliez, tous les grands groupes s'en sont saisis et avec au final beaucoup de complexité dans l'exécution et beaucoup d'interrogations parfois sur ce qui pouvait en ressortir en termes d'innovation. Les communautés d'innovation pareil. Donc, on récupère à chaque fois des problématiques, encore une fois, managériales et humaines, quoi. C'est comment est-ce qu'on arrive à faire travailler des individus qui ont des profils très, très différents, alors qu'on en a besoin vraiment pour affronter les transitions. Et on en revient effectivement à ce qu'on se disait qui pouvait être la conclusion de cette conférence sur ces capacités pour pouvoir imaginer autre chose et d'autres formes d'organisation du travail et de management. Merci beaucoup. Merci. Pour toute cette discussion et pour vos questions. Si vous voulez poursuivre votre réflexion, vous nous en avez parlé, Sonia, et si vous ne l'avez pas encore vue, je vous invite à découvrir cette exposition sur les origines du management qui s'appelle Allez-hop au travail et que, voilà, qui est consacrée à l'histoire et aux enjeux du management. Bon après-midi à tous et à bientôt au sein de Citeco.